19 heures dans les studios de Sud FM à Dakar. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce débat. Débat qui est axé sur la gouvernance des ressources naturelles. Quelle implication des acteurs étatiques et non étatiques pour en débattre ce soir avec comme invité Tadé Aldioumon Seck. Il est le secrétaire exécutif de l'Action pour la justice environnementale. Monsieur Seck, c'est un plaisir de vous accueillir à ce débat. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à vous, le plaisir est partagé. Alors, l'autre invité, c'est Sékou Fantamadi Gaïté. Il est le vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers. Également à vous, Monsieur Gaïté, bonjour. Bonjour, Omar. Merci pour cette invitation. Merci, Paul Dominique Correa. Il est le chargé, Paul Dominique Correa, est le chargé du projet industrie extractive à Oxfam. Monsieur Correa, bonjour également à vous, merci. Bonjour Bayomar, bonjour également à tous vos auditeurs que je salue. Merci. Voilà, pour rappeler à nos auditeurs que ce débat est organisé en partenariat avec Oxfam. Alors, la thématique qui nous réunit s'articule autour de la gouvernance des ressources naturelles. Quelle implication des acteurs étatiques et non étatiques? D'abord, faisons l'état des lieux avec M. Seck. M. Seck, aujourd'hui, pouvez-vous revenir sur le cadre institutionnel, le processus concernant la gouvernance du gaz et du pétrole au Sénégal, depuis la découverte, bien sûr. Merci beaucoup, M. Gueye. Merci pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs et c'est un plaisir d'être avec eux sur le plateau. Alors, la question est très circonscrite, même si on pourra peut-être développer en y intégrant le secteur minier éventuellement en raison de son importance pour le Sénégal. Mais il faut dire que le secteur pétrolier sénégalais, en tout cas, jusque-là, nous a montré que l'aventure va être plus ou moins prometteuse. Vous savez, les recherches pétrolières au Sénégal remontent à plusieurs années. Certains le datent bien avant les indépendances. Mais à partir de 2014, on est arrivé à un tournant décisif de l'histoire pétrolière sénégalaise parce que c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à parler de découverte commerciale. Et depuis 2014, il y a eu beaucoup d'effervescence. Déjà, au tout début, il y avait beaucoup de débats, des débats très passionnés autour de la transparence, autour des soupçons de corruption qui n'avaient pas, en tout cas, qui n'avaient pas très honoré le Sénégal. Mais depuis 2014 jusqu'à maintenant, beaucoup de choses ont été faites. Et pour résumer un peu les avancées, ou bien pour résumer le processus, on peut axer l'argumentaire autour de 3 points. D'abord, une aventure qui semble prometteuse. Pourquoi? Parce que depuis 2014, après les annonces de découverte, il y a eu d'autres découvertes qui ont été faites. Dans le secteur pétrolier plus précisément, après la découverte au sein de Sangomar, il y a des puits satellites qui ont été découverts et qui ont boosté le niveau des réserves. Aujourd'hui, nous sommes à près de 630 millions de réserves et c'est quelque chose qui même si il n'est pas très appréciable si on compare le Sénégal à d'autres pays africains, mais c'est quelque chose qui est assez important pour en tout cas modifier sa structure économique. Du côté du secteur gazier aussi, nous avons remarqué au-delà de la découverte de GTA, d'autres découvertes ont été faites, notamment dans Teranga, dans Yakar, ce qui a poussé nos réserves jusqu'à près de 40 TCF. Donc c'est une aventure qui est prometteuse parce que les découvertes se font de plus en plus importantes et nous espérons que ça va continuer. L'autre point qui le démontre, c'est que de plus en plus les multinationales s'intéressent à notre secteur pétrolier. Au début, nous avions des juniors, maintenant nous avons des majors qui viennent de plus en plus s'intéresser au pétrole sénégalais. Je peux nommer l'exemple de Total, je peux nommer l'exemple de BP et nous avons récemment entendu Luke Oil qui est en train, en tout cas, qui veut racheter les parts de phare. Donc, malgré un contexte international plus ou moins tendu dans le secteur pétrolier mondial, le Sénégal arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Troisième et dernier point sur cette aventure qui est prometteuse, c'est les projets.
Les projets aujourd'hui nous semblent viables puisque la plupart des projets actuellement ont adopté leur décision finale d'investissement. Ce qui veut dire que on a quitté la phase d'exploration de recherche vers la phase de développement. Donc d'ici quelques temps, d'ici quelques mois peut-être, les entreprises vont commencer à mettre en place les infrastructures qui vont procéder à l'exploitation des ressources. L'autre élément d'évaluation ou de mise au point, c'est que nous avons constaté que depuis 2014 jusqu'à maintenant, que l'État du Sénégal gagne de plus en plus en maturité. Qu'est-ce qui le démontre? Au début, nous avions un État qui était plus ou moins fermé et qui voulait faire de ce secteur extractif ou du secteur pétrolier un débat d'élite, un débat élitiste, et qui ne permettait pas plus ou moins aux citoyens de se prononcer. On a même vu des officiels qui ont menacé certains acteurs à ne pas se prononcer sur des questions qu'ils ignorent. Du coup, la réaction de l'État, c'était quoi? C'était quand il y avait réforme, de se refermer sur lui-même et de ne pas convier les autres acteurs. On a vu que cette démarche, en tout cas l'État est en train de rompre avec cette démarche, puisque de plus en plus, l'État se montre ouvert, convie les acteurs, comme les acteurs de la société civile que nous sommes. De plus, ce qui démontre encore cette maturité de l'État, c'est l'ampleur des réformes. De 2014 jusqu'à maintenant, pas moins de 8 textes dans le secteur pétrolier ont été adoptés. C'est que cette effervescence normative de la part de l'État démontre son ambition à en tout cas faire de la gestion sénégalaise un modèle de gestion en Afrique. Dernier élément d'évaluation de ce processus, c'est que nous avons une société civile qui de plus en plus est mieux outillé. Au début, quand on commençait à parler du pétrole, la plupart des acteurs de la société civile étaient réticents à en parler. Ils avaient même peur d'en parler parce qu'ils considéraient que c'est une question qui est très technique et qu'ils n'avaient pas voix au chapitre. Aujourd'hui, nous avons vu que les acteurs de la société civile ont fait beaucoup d'efforts grâce à l'impulsion d'organisations comme Oxfam, Osiwa et d'autres organisations. Et les acteurs de la société civile osent de plus en plus prendre la parole et dénoncer certains actes qui leur semblent en tout cas incorrects. De façon globale, c'est ce que je peux dire pour le moment. Pour le moment, en attendant d'arriver dans le fond, vous avez décliné à la fois la forme et le fond en insistant sur le cadrage institutionnel. Le processus a été décliné. Alors, M. Diaité, après les explications de Tadé Aldjoumasek, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est le secrétaire exécutif de l'Action pour la justice environnementale. Vous êtes un acteur de l'intérieur, pas de l'extérieur. Certainement, des attentes sont nourries de votre côté. Justement, par rapport aux explications formulées par M. Seck, oui, M. Diaité, oui, en tant qu'acteur, que peut-on retenir en termes d'attente par rapport au processus qui a été décliné par M. Seck? Merci beaucoup. Merci Baye Omar, merci M. Seck. Les explications sont très claires. L'Association sénégalaise des pétroliers est très heureuse aujourd'hui de participer à ce débat. C'est très important. Je voudrais rappeler que depuis 1917, on a eu des traces de pétrole au Sénégal pendant le forage d'un puits d'eau au large de Dakar. C'est en 1952 que l'exploitation a commencé. C'est une petite genèse que M. Seck a très bien fait d'ailleurs. Oui. Et en 1964, il y a eu du pétrole lourd au Sénégal, mais qui n'est pas exploitable. Donc, c'est à partir de 2014, comme vous venez de le dire, que vraiment on a eu ces découvertes importantes et qui ont aiguisé l'appétit. Mais le Sénégal avait déjà commencé à s'organiser parce qu'en 1998, notre secteur a été libéralisé et ça a permis à beaucoup de Sénégalais, qu'on appelle aujourd'hui indépendants, d'entrer dans le secteur. Ces Sénégalais, qui sont aujourd'hui presque une centaine d'acteurs dans le secteur, ont des attentes énormes. Ah oui, mais d'abord, avant d'arriver dans les attentes, avant de parler des attentes, pouvez-vous revenir sur l'inventaire? C'est qu'on en a parlé, mais est-ce que de façon globale, on peut savoir de façon quantitative l'inventaire de nos ressources aujourd'hui? Effectivement. Surtout en gaz et en pétrole. Effectivement. Oui. Effectivement. Vous savez qu'au total, plus de 176 puits ont été forés sur toute cette 176. 176 puits. Et 29 blocs sont exploités, dont 7 en onshore, et 13 en offshore, et 5 en offshore profond, 9 en offshore profond. Au total, on peut aujourd'hui capitaliser de 910 milliards de mètres cubes de gaz
910 milliards. 910 milliards. Et pour le pétrole, c'est 1030 millions de barils. Sans compter ce qui est en phase d'évaluation et dont aujourd'hui on ne connaît pas les teneurs exactes. Donc on est en pleine phase de développement. On est en pleine phase de développement. Pour le puits Sangomar, en 2020, la décision finale d'investissement a été signée en février 2020 par le président de la République. Aujourd'hui, on est très avancé sur ce puits-là. D'ailleurs, M. Seck est revenu sur les transactions que les exploitants, les potentiels exploitants sont en train de faire. Parce que vous savez, après la phase de développement, il y a l'exploitation qui doit venir. Et les sociétés, les juniors qui font la recherche et qui découvrent, qui font l'évaluation, en général n'exploitent pas parce que cela demande des moyens colossaux. Donc c'est le moment de faire vraiment des transactions pour attirer d'autres investisseurs plus puissants et c'est à ce niveau que Sangomar est aujourd'hui. Pour le gaz de Grande Tortue à Nîmes, BP est très avancé dans la confection de la plateforme FCSO. Donc BP est très avancé aujourd'hui. Ils avaient déclaré qu'il y aurait un peu de retard du fait des pertes qu'ils ont eues sur l'international, du fait de la pandémie. Oui, justement, il y a eu un impact de la pandémie sur la gestion. BP avait déclaré avoir perdu 4 milliards de dollars sur ces opérations sur l'international. Mais est-ce que ça induit, c'est-à-dire cet impact aussi va certainement avoir des conséquences sur la gestion au Sénégal, en rapport avec BP bien sûr? Nous l'avons craint, on le craignait, mais aujourd'hui, Petrosen a eu des assurances de la part de cet exploitant. Donc nous pensons que les délais quand même, malgré les difficultés, seront respectés. Et le Sénégal peut toujours espérer. Mais alors, vous avez parlé des attentes. Quelle est la nature de ces attentes? Effectivement. Et justement l'ampleur des Sénégalais dans le développement. Voilà. Donc les Sénégalais, je voulais souligner un point important. Nous parlons beaucoup de contenu local maintenant. Je voudrais vous dire que le contenu local a débuté depuis 1998. Je viens de vous dire... Depuis 1998 Depuis 1998. Oui. C'est en 1998 que la loi a été... que le secteur a été libéralisé avec la loi 98-31. Du 14 avril 1998. Beaucoup avaient l'impression que c'est avec l'actuel président que ça a été initié. Non, ça a été libéralisé en 1998. Parce qu'avant 1998, il n'y avait que 4 multinationales qui étaient dans le downstream. Alors c'est à partir de 1998, quand ça a été libéralisé, avec comme objectif l'abolition de tous les monopoles. Aujourd'hui, il y a un seul monopole qui existe, c'est un monopole de fait, c'est le monopole de la SAR. Mais sinon, tous les monopoles avaient été abolis. Et les dépôts de stockage ouverts à tous les acteurs. Donc c'est à partir de 1998 que les Sénégalais ont commencé d'abord à faire de la distribution, à faire plus tard de l'importation, à faire du transport d'hydrocarbures. Et il y a eu des investissements énormes dans le domaine du stockage des hydrocarbures. Maintenant, le Sénégal espère du gasoil, du pétrole à partir de 2023. Cela va changer beaucoup de choses. C'est un bouleversement énorme. Mais à mi-parcours, par rapport à vos attentes, est-ce que vous êtes satisfait ou insatisfait par rapport à ce qui est en train de se faire? Par rapport à ce qui est en train de se faire, nous sommes rassurés par le cadre institutionnel qui est mis en place. Nous sommes rassurés aujourd'hui par les textes qui, dans la totalité presque, ont été révisés. Nous avions demandé la révision de la structure des prix parce que certains postes devaient évoluer compte tenu de l'évolution du secteur. Des travaux sont en cours. Notre assurance est qu'aujourd'hui, le débat est posé. Le débat est posé et les acteurs aujourd'hui peuvent échanger avec l'autorité sur un cadre vraiment sain, poser vraiment les problèmes et les problèmes sont en train de trouver des solutions. Mais quelle est la nature de ces problèmes d'IAIT aujourd'hui? Le problème des distributeurs, c'est surtout une marge faible avec des coûts d'exploitation qui ont changé depuis le début des années 2000. C'est des problèmes d'approvisionnement, des ruptures. Il y a eu beaucoup de ruptures dans le passé. C'est vrai que c'est en train d'évoluer, mais il y a eu beaucoup de ruptures de produits. Le problème des distributeurs, c'est le remboursement de leurs pertes commerciales. Vous savez, vous savez que la raffinerie produit à peu près 45% des besoins du marché. Et le gap, les 55% sont importés.
Et dans cette importation, puisque les prix sont normés, il y a souvent une évolution des coûts par rapport au prix parité importation qui est sur place. Oui. Et cette différence constitue des pertes commerciales énormes que l'État à des moments a eu de la peine à rembourser, mais avec les travaux en cours, une grande partie de ces pertes sont remboursées aujourd'hui, mais notre problème principal reste la marge des distributeurs qui est très faible. Des études sont en cours avec un cabinet qui a été choisi. Une première restitution est faite et on attend la seconde restitution. Alors, Paul Dominique Correa de Oxfam, vous suivez le processus de l'intérieur. Alors, expliquez-nous un peu, des réformes ont été initiées. Lors du dernier ou avant-dernier Conseil des ministres, le président Macky Sall en a insisté pour justement aller rapidement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces réformes? Quels sont justement les goulots d'étranglement et comment les dépasser? Oui, rebonjour. Bonjour à mes collaborateurs, M. Diaité et M. Tadesek. Je voudrais encore une fois féliciter Sud FM pour la qualité du travail au quotidien qui est très appréciée. Et dire que pour Oxfam, l'intérêt pour Oxfam dans cette thématique, c'est ce que fait Oxfam au niveau mondial, comment réduire, lutter contre les inégalités. Et nous avons remarqué, comme tout le monde au Sénégal, ce paradoxe qu'il y avait entre la richesse en ressources naturelles et l'extrême pauvreté dans certaines localités. Et c'était cela, depuis une quinzaine d'années, qui est la porte d'entrée d'Oxfam sur la problématique des industries extractives. Effectivement, nous pouvons tous ensemble œuvrer à ce qu'une gouvernance transparente puisse contribuer à réduire les inégalités extrêmes et les impacts négatifs de l'activité extractive sur les populations. Mais comment avez-vous vécu la première partie qui était assez conflictuelle? Oui, j'ai encore des souvenirs en tête. Oui. Peut-être qu'il ne faut pas trop rappeler parce que ce n'était pas trop agréable. Mais, dans les années 2008, à Kédougou, il y a eu des émeutes qui ont même été un peu sanglantes. Et il a fallu, et tout cela, c'était, après on s'est dit, mais ce paradoxe-là, comment cette région riche en ressources peut être aussi dépourvue en infrastructures et en équipements sociaux collectifs. Donc voilà, ce genre de questions. Et après, la réflexion est allée vers tous ces conflits dans le monde ont été quelquefois générés par une mauvaise gouvernance des ressources, et des frustrations des populations, beaucoup d'injustices et d'inégalités sociales. Et il nous faut justement anticiper sur ces risques-là. C'est pour ça que nous encourageons le dialogue multi-acteurs, les synergies entre tous les acteurs, le privé, le public, la société civile, les services étatiques. Et je dois dire que quand même, l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts. Comme l'a dit Tadé tout à l'heure et M. Diaité, on vient de loin. Parce que imaginez-vous que dans les années 2000, il était presque impossible d'aborder certains sujets. C'était un sujet tabou. Aujourd'hui, nous avons... Pourquoi est-il difficile de discuter sur des sujets qui... Alors, les choses sont en train de changer. Des ressources naturelles. Les choses et évoluent. La Constitution a déjà réglé Absolument, j'allais y venir d'ailleurs. Que les ressources appartiennent au peuple. J'allais y venir d'ailleurs parce que justement maintenant, les choses sont en train de changer dans le bon sens. Le Sénégal, entre-temps, a adhéré à l'ITIE, donc l'initiative de transparence dans les industries extractives. Le pays est d'ailleurs extrêmement bien noté au niveau du secrétariat international de l'ITIE, donc parmi les meilleures notations au monde, parce qu'ils font des progrès qui sont évolués positivement. Et depuis lors aussi, beaucoup de lois, comme vous le dites, à la dernière réforme de la Constitution, l'article 25 désormais consacre les ressources naturelles comme appartenant au peuple. Oui. Même s'il y a encore beaucoup de conséquences à en tirer. On pourra y revenir tout à l'heure. Oui. Mais c'est déjà bien comme pour exprimer cette volonté politique-là. Et je suis convaincu que l'État le chef de l'État en tout cas, est dans une dynamique d'accélérer les réformes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, les derniers conseils des ministres, il a mis l'accent sur la nécessité d'avoir une doctrine économique vraiment sur cette question des ressources pétrolières et gazières. Et cela, c'est encourageant. Il y a des réformes qui ont été faites, comme sur le contenu local, dans les hydrocarbures comme dans le secteur minier. Il y a également des chantiers en termes de réformes, parce que nous attendons instamment
la question de la répartition des revenus, parce que c'est une question qui intéresse fortement les populations. Aujourd'hui, il y a une forte attente au niveau des communautés, parce que les gens sont au courant maintenant. Tout le monde, tous les Sénégalais savent que le pays regorge de ressources pétrolières et gazières. Et chacun attend des retombées positives. Donc cette attente, cet espoir-là est tellement grand qu'il nous faut tous ensemble essayer de voir comment ne pas décevoir, comment gérer. Les risques ne manquent pas. Hein. Oui. Quelqu'un disait que dans ce secteur, il faut avoir peur. La peur, ça doit être une norme. Donc la prudence. Mais l'espoir est tellement grand qu'il nous faut voir comment réduire maintenant les risques et les impacts négatifs et aller vers ça. Oui, vous êtes revenu sur les réformes. Oui, il nous faut accélérer ces réformes, mais je sais que vous êtes un acteur qui veille sur la justice, c'est-à-dire à ce que cela se passe bien, normalement et bien, comme dit Gaïté. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Oui, le Sénégal regorge de ressources naturelles, mais sur le terrain, il y a paradoxe. Entre ces ressources et le degré de pauvreté ou bien de vulnérabilité des communautés, se pose la problématique de l'impact de ces ressources sur les communautés. Aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur, vous rappelez que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Action pour la justice environnementale. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement et quel est l'objectif final? Okay. Merci beaucoup. Cette question est très intéressante et je vais avoir un plaisir à y répondre. Mais ce que nous avons fait et ce que nous faisons toujours, c'est d'abord d'impulser des réformes qui vont permettre de changer la façon dont les choses fonctionnent. Je vous avais dit tout à l'heure, depuis quelques années ou depuis toujours, l'option de l'État c'était la fermeture, maintenant on va plus vers l'ouverture. Et le rôle des organisations de la société civile, c'était d'abord de faire voir à l'État ces incohérences qui existaient. Paul disait tout à l'heure que vers les années 2000, il n'était pas du tout question d'aborder ce genre de questions. Et nous avons vu qu'à partir de 2003, le code minier a été réformé. En 2009, on a créé le fonds de péréquation et d'appui, ce qui montre ce souci de l'État de faire en sorte que les ressources tirées de l'exploitation retournent vers les communautés. Depuis 2009, ce fonds n'a pas été opérationnalisé et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons continué à renforcer le plaidoyer et aujourd'hui, l'État est dans de bonnes dispositions, en tout cas, à opérationnaliser ce fonds. Oui, mais ce n'est pas encore fait. Oui, ce n'est pas encore fait, malheureusement, pour des lenteurs administratives, mais au moins, au rang d'impulsion des politiques et des réformes, cet objectif a été atteint. Maintenant, il faut un travail de terrain et une politique de proximité avec les administrations pour que cela soit effectif au niveau local. L'autre élément, c'est que nous avons aussi plaidé pour la réforme des institutions. Nous avions un secteur qui était exclusivement plus ou moins géré soit par le ministère ou bien par la présidence autant pour moi. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que d'autres acteurs sont en train, en tout cas, de se mettre en exergue, d'être plus apparents sur ces questions, notamment le ministère de l'Environnement. Nous avons vu l'ITIE, nous avons vu même que les entreprises, de plus en plus, sont ouvertes à discuter avec les communautés ou bien avec les acteurs que nous sommes. Donc, concrètement, notre travail, c'est d'abord impulser les dynamiques de réforme, les processus de réforme. Mais est-ce que vous disposez d'instruments? Oui, j'en viens. Avant de venir aux instruments, c'est aussi sensibiliser les communautés. Au début, vous pouvez avoir la méthode d'exploitation des entreprises minières pétrolières, c'est que quand ils viennent dans une localité, ils se constituent en enclave, c'est-à-dire qu'ils se ferment totalement au point que même la communauté ne peut pas avoir accès. Le symbole de cela, c'est que dès qu'une entreprise s'implante, il procède il clôture toute la superficie qui lui est donnée. Mais symboliquement, cela veut dire que vous cassez le rythme de vie d'une communauté, parce qu'imaginez une communauté qui a une activité agro-silvopastorale, qui laisse ses bêtes divaguer, etc. Vous mettez une clôture, vous êtes en train de casser parfois un parcours de bêtes, etc. Oui. Ça, par exemple, c'est le symbole des entreprises. C'est un aspect de la problématique. C'est un aspect de la problématique. Je pense que Paul, comme bien sûr, rien qu'avec Tadessé, que ça pouvait constituer une émission entière, parce que sous cet angle-là, l'impact environnemental
est une problématique vis-à-vis de la population locale. Bien sûr, bien sûr. Le problème fondamental, c'est que au début, les communautés n'étaient pas assez sensibilisées sur leurs droits. Maintenant, de plus en plus, grâce à l'action des organisations de la société civile, elles sont plus sensibilisées et donc plus à même de réclamer leurs droits vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de l'État. Maintenant, est-ce que nous disposons des instruments ? Du point de vue financier, nous dépendons des organisations qui financent, comme Oxfam ou d'autres organisations, mais du point de vue juridique, il y a des limites. Pourquoi ? Vous avez par exemple le Code de l'environnement, en son article L107, qui reconnaît aux associations la possibilité de saisir les juridictions nationales d'une question environnementale. C'est-à-dire, une association comme la nôtre peut porter plainte contre une entreprise parce que l'entreprise n'a pas respecté l'étude d'impact environnemental ou bien a violé le code de l'environnement. On sait que, par exemple, dans les pays européens, ça se passe comme très ça. Régulièrement. Et finalement, les communautés arrivent à avoir raison sur ces entreprises. Alors que chez nous, c'est totalement différent. Pour des questions de gouvernance, à la fois, je ne veux pas parler de corruption. L'analyse que nous en avons faite, c'est que les projets extractifs, généralement au Sénégal, sont des projets d'abord politiques. La preuve, tout le monde a dit que le Sénégal s'empresse pour exploiter ses ressources pétrolières. Mais oui, il faut que le Sénégal s'empresse parce que je pense bien que le président Macky Sall serait fier de dire que c'est sous mon règne ou bien sous ma présidence qu'on a découvert et exploité du pétrole au Sénégal. Maintenant, généralement, on se préoccupe assez peu des fins ou bien des résultats. Mais je pense peut-être que le Sénégal pourra faire exception. Mais juste pour revenir sur cette difficulté d'ordre juridique que nous avons en tant qu'acteurs de la société civile, j'ai cité l'article L107 qui reconnaît cette possibilité, mais qui fixe une condition, c'est-à-dire la condition, c'est obtenir l'agrément du ministère de l'Environnement. Donc, on nous donne une chose et on le retire par l'autre main. C'est-à-dire, cela veut dire quoi concrètement? Vous avez le droit de porter plainte contre l'État ou bien l'entreprise, mais à condition que cet État lui-même vous donne cette reconnaissance. Et nous, en tant qu'Action pour la justice environnementale, depuis plusieurs mois, nous avons fait cette demande d'agrément, mais on n'a même pas reçu d'accusé de réception. Voilà là une problématique majeure et non mineure. Vous, de votre côté, que faire par rapport à la question soulevée par Tadessé? Alors, ça pose, c'est un exemple qui me fait penser à ce que Oxfam France a pu avoir comme gain de cause, mais ça, c'est en France, parce qu'ils ont pu porter plainte en justice et avoir gain de cause justement sur des questions environnementales. Ils avaient demandé le franc symbolique parce que c'était beaucoup plus un combat de principe, mais c'est un exemple. Je pense que nous devons aller vers plus de redevabilité, parce que ceux qui ont en charge aujourd'hui les décideurs publics, ceux qui ont en charge des secteurs doivent faire preuve de beaucoup plus d'ouverture et de redevabilité envers les populations qui sont impactées par leurs activités. Parce que dans le domaine de l'environnement, on parlait de réforme tout à l'heure, mais quand on prend l'exemple de la question des fonds de réhabilitation, c'est toujours dans la même logique, parce qu'on vous donne une chose, mais pas jusqu'au bout. Parce que les réformes, on a l'impression qu'elles ne sont pas toujours abouties, parce qu'il y a un problème de mise en œuvre. On peut apprécier positivement l'ouverture, mais pour moi, il y a encore une synergie à renforcer entre les acteurs étatiques et non étatiques. Mais pour aller beaucoup plus loin dans les réformes. Qui peut renforcer, faire le plaidoyer? Alors, nous, société civile et nos partenaires, nous sommes dans ce plaidoyer-là et nous pensons que nous avons de bonnes ouvertures en face. J'en veux pour preuve les récentes décisions du gouvernement consistant à ouvrir le COS Pétrogaz et le comité de pilotage du contenu local à la société civile pour qu'ils aient des représentants. C'est une bonne démarche que nous saluons parce que nous pensons que c'est une manière de responsabiliser également la société civile. Et ça, c'est à encourager. Il nous faut maintenant passer concrètement à la mise en œuvre, à la concrétisation de ces décisions-là. Alors, c'est que pour la finalité, vous l'avez dit, les attentes sont très fortes. De la même manière que le plaidoyer doit être fait par un multi-acteur. Et de votre point de vue, finalement, quel est l'objectif par rapport justement à vos attentes aujourd'hui dans ce cadre-là? L'objectif de nos actions, vous voulez dire? Oui, l'objectif de nos actions, c'est qu'in fine, l'exploitation des ressources naturelles ne soit plus synonyme de malédiction, mais plutôt de bénédiction. L'objectif de nos activités, c'est qu'in fine,
qu'on essaie d'allier exploitation des ressources minérales et protection de l'environnement. Et nous pensons que c'est possible. L'objectif in fine de tout cela aussi, c'est que le Sénégal aussi arrive à adopter une politique qui soit conforme aux exigences actuelles du monde en matière environnementale. On parle de plus en plus de transition énergétique, on indexe de plus en plus les énergies fossiles, on indexe de plus en plus les industries extractives, sans que l'État du Sénégal adopte en tout cas posture qui soit officielle. Quelle est la position de l'État du Sénégal par rapport en tout cas à l'interaction qui doit exister entre la préservation de l'environnement pour les générations actuelles et les générations futures et l'exploitation de ces ressources-là dont on sait que l'empreinte écologique est une des plus importantes en tout cas dans le monde. Et nous, dans notre objectif, c'est de faire voir ce lien qui existe entre ces deux questions qui sont fondamentales et de demander à l'État d'aller vers des réformes qui puissent nous permettre d'être en tout cas des modèles de gouvernance en Afrique et faire exception et faire tache d'huile par rapport à toute l'histoire des ressources naturelles qui s'est déroulée malheureusement en Afrique. Et nous pensons aussi que c'est possible à condition d'avoir une oreille attentive de l'autre côté. Oui, s'inspirer des standards sur le plan national et international. Alors, M. Diaïté, à vous qui êtes acteur, SEC, ADSEC aujourd'hui a identifié les contraintes, le plaidoyer à faire. Vous, concrètement, quelles sont vos attentes? Vous en avez parlé, mais concrètement, vos limites et que faut-il faire pour justement aller de l'avant? Très bien, merci beaucoup. Merci, M. Sek. La question soulevée est importante. D'où l'importance d'ailleurs de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez, les grandes entreprises qui exploitent doivent avoir des politiques de RSE pour éviter effectivement ces problèmes que vous venez de soulever avec les populations. Nous, à notre niveau, nous avons intégré ces politiques-là dans notre fonctionnement. L'acteur économique, son souhait, c'est de pouvoir participer, comme on l'a dit tout à l'heure avec le contenu local, de pouvoir participer dans l'exploitation du pétrole. Mais si vous gagnez faible, si vos marges sont faibles, comme vous l'avez dit aujourd'hui, comment contribuer à la promotion des communautés locales? Ça, c'est la question cruciale. Oui. Mais l'autre question aujourd'hui, l'autre problématique, c'est le contenu local, justement. Oui. Il y a une loi sur le contenu local qui a été adoptée et qui n'est pas encore publiée. Nous avons vu les projets de loi, mais aujourd'hui, les publications ne sont pas encore faites. Au mois de février, le ministre en avait parlé et avait promis aux acteurs qu'on les aurait le mois qui suit. Nous les attendons toujours parce que c'est justement cette politique qui définit comment nous, les acteurs privés, allons participer dans le contenu local. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui est là, qui est différente de la plateforme. De voir des actions concrètes. Voilà. Il y a une plateforme aujourd'hui qui n'est pas la plateforme annoncée par l'État, qui sert quand même de plateforme d'appel d'offres, de publication des marchés et d'appel d'offres. C'est la plateforme, je peux la citer, Investir Oui, Africa. bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est la plateforme Investir in Africa. Parce qu'Oxfam est là pour payer. Voilà. Voilà, donc les tenders sont organisés aujourd'hui dans cette plateforme. Il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent participer à ça. Certains de nos membres sont aujourd'hui dans des appels d'offres pour fournir du carburant aux navires qui sont en haute mer. Donc c'est un exemple de marché. Mais l'État du Sénégal avait prévu d'avoir sa propre plateforme et de publier des décrets, une loi sur le contenu local qui définit quelle est l'entreprise sénégalaise, quel doit être le niveau d'actionnariat du Sénégalais pour qu'on dise que c'est une entreprise éligible pour le contenu local, et quels sont les différents types de marchés. Des marchés à 100% contenu local, des marchés à 50% de contenu local et des marchés qui sont ouverts à tous les intervenants, qu'ils soient locaux ou internationaux. Non exclusifs. Non exclusifs. L'État du Sénégal avait également prévu de mettre en place un fonds. Parce que justement, nous avons besoin de fonds pour participer à l'exploitation du pétrole et fournir des services. Notre seul recours aujourd'hui, c'est les banques et les taux bancaires sont extrêmement élevés. À ce niveau même, j'en appelle à l'État vraiment qui doit discuter avec la Banque centrale parce qu'il est impossible d'emprunter de l'argent aux banques, de travailler et de rentabiliser son activité. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut faire. Vous m'interdisez de parler de 2023.
Pas du tout, pas du tout. Mais en attendant, allons-y. Oui. Voilà, vous savez, pourquoi cela va révolutionner le secteur? Aujourd'hui, notre produit est très taxé. Il y a presque 60% de taxes sur le prix du carburant gasoil ou super à la pompe. C'est dû à quoi? Parce que plus de la moitié des produits consommés au Sénégal sont importés. Il y a les coûts d'importation, il y a le fret maritime, les assurances maritimes, les frais, les charges portuaires, et tout cela grève. Cela grève les coûts. Alors, si le Sénégal découvre du pétrole qu'il a la possibilité de raffiner sur place, localement, toutes ces charges sautent. Il y a le fonds, le FSIPP, Fonds de soutien à l'importation des produits pétroliers. Il y a le prélèvement de soutien à l'énergie. C'est autant de charges que le consommateur supporte. Et nous, cela va vous paraître quand même un peu le truc, mais la réalité c'est que nous les distributeurs, souhaitons que le prix soit réduit. Parce que c'est ça qui donne du pouvoir d'achat à notre consommateur. Nous misons sur des économies d'échelle. Notre marge, elle est fixe. Et justement, il faut que l'État revoie cette marge-là, qui est très faible aujourd'hui. La marge du distributeur, la marge du détaillant, c'est des marges qui ne couvrent pas nos charges. Et surtout que... Oui, mais est-ce que l'État a la possibilité? Parce que quand même ça, c'est des coûts, justement, c'est le marché mondial qui détermine ces coûts-là aussi. Oh, oui et non, oui et non. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où la fiscalité a un grand poids sur notre activité. Aujourd'hui, je ne dis pas à l'État d'aller chercher des ressources ailleurs. Mais vous savez, si la marge augmente et que l'État revoit un peu cette fiscalité-là, cela va impacter le panier du consommateur et ça se répercute sur nos volumes. Donc ça, c'est un aspect important. Et pour y arriver, justement, la raffinerie, elle fait ce qu'elle peut. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans la raffinerie depuis 2019. Mais il va falloir que le Sénégal anticipe. Parce que nous allons sortir du pétrole brut qu'il va falloir raffiner sur place pour réduire les coûts et pouvoir distribuer et vendre à la sous-région, se positionner comme un leader. Donc c'est aujourd'hui qu'il va falloir anticiper sur ces questions-là. Le Sénégal a prévu d'investir l'extension de la raffinerie. Le Sénégal a prévu de faire dans la pétrochimie, d'investir dans la pétrochimie. Je ne sais pas si le foncier dont dispose la SAR aujourd'hui peut offrir toutes ces possibilités-là. Donc c'est autant de questions. La SAR aussi qui a des difficultés. Ouais. C'est pas aisé quand même à ce niveau. Oui. Bon, aujourd'hui, nous pouvons dire que les difficultés sont en train de s'estomper. Parce que moi, du point de vue du distributeur, ce qui m'intéresse, mon rapport à la SAR, c'est la disponibilité du produit, c'est l'approvisionnement. Et tant que nous pouvons avoir du produit, nous ne pouvons pas évoquer de problème à la SAR. Et c'est le cas en ce moment. Les distributeurs, quand même, ont du produit. On dit produit. Alors, Paul-Dominique, vous avez suivi les explications de part et d'autre. Le multi-acteur se joue, mais avec des contraintes. Maintenant, comment lever ces contraintes à la fois sur le plan environnemental, mais aussi des acteurs. Aujourd'hui, sur quel axe faudrait-il s'appuyer pour justement lever toutes ces contraintes? Alors, en écoutant surtout M. Diaité, je me dis qu'ils doivent être très pressés qu'on aille vers la production locale, parce que ça va, on le souhaite en tout cas, on souhaite que cela contribue à réduire les charges et que vraiment que la qualité de vie de toutes les populations soit impactée positivement. Mais en parlant d'impact, je pense aussi qu'il y a dans certaines localités aussi des communautés que Tadé connaît encore mieux que moi, au niveau du delta du Saloum et de la région de Fatick, qui sont aussi dans une sorte de stress, d'angoisse actuellement, parce que c'est des zones qui vont être extrêmement impactées, touchées par l'activité pétrolière, parce que c'est des zones qui seront très fortement... Est-ce que ces zones risquent de disparaître à cause justement de l'exploitation des Il y a les pêcheurs aussi, parce que tout le littoral sénégalais est concerné par l'activité pétrolière gazière, et donc tous les pêcheurs du Sénégal sont inquiets, parce que quand vous prenez l'exemple du projet GTA, donc qui concerne le Sénégal et la Mauritanie,
les pêcheurs nous disent que c'est une zone également extrêmement riche en ressources halieutiques. Donc, comment faire cohabiter ces deux activités? C'est des enjeux aussi bien d'économie et même de sécurité alimentaire. Parce que, voilà, la pêche il y a, on dit, 1 million de personnes sont dans le secteur halieutique. Donc, comment vont devenir ces gens? Il y a des études qui ont été faites pour un peu, des études de mesure, parce que vous l'avez dit, il y a un problème économique, mais il y a un problème aussi de souveraineté alimentaire également pour les populations locales. Alors, il y a des réflexions en cours. Je ne sais pas si Tadé ou Diaïté ont plus d'informations, mais il y a des réflexions en cours, justement, avec certains de nos partenaires, comme le Forum civil, comme le réseau des pêcheurs, justement du gaz dans ces zones, ou laisser justement les communautés aussi exercer, cohabiter les deux. Est-ce que c'est possible? C'est pour cela que nous encourageons le dialogue multi-acteurs, parce que nous pensons que c'est possible dans certaines localités, parce que l'écosystème a besoin d'être préservé, parce que la mangrove dans certaines localités, on peut voir comment la préserver, tout en utilisant peut-être des technologies adaptées, qui soient beaucoup plus éco-responsables, pour exploiter le gaz ou le pétrole sans détruire de manière irréversible l'environnement. Je crois que ça doit être possible. Il faut de la volonté. Il faut de la volonté parce que pour avoir des technologies qui préservent l'environnement, ça va peut-être nécessiter des investissements plus conséquents, mais je pense qu'avec une bonne volonté politique derrière, on peut arriver à une situation. Alors, monsieur Seck, dans ce secteur précis, GTA, est-ce qu'aujourd'hui, l'impact sur le plan environnemental, pour préserver quand même les communautés, est-ce que vous avez une idée là-dedans? Avez-vous mené des enquêtes? Quel est votre point de vue par rapport justement à ce dossier précis? Bien entendu, aux premières heures de l'annonce de la découverte, en tant qu'organisation qui est dans l'environnement, nous nous sommes rapprochés des acteurs, des pêcheurs. Et nous nous souvenons bien qu'au début, les entreprises tenaient un discours qui n'était pas tout à fait conforme à la réalité aux communautés, parce qu'ils disaient non, la pêche ne sera pas impactée parce que l'exploitation se passe à 125 km des côtes, quand vous prenez GTA. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ils ont oublié de mentionner qu'il y a des infrastructures à 18 km des côtes, ce qui est plus ou moins proche des communautés, premièrement. Deuxièmement, ils disent nous sommes dans une phase de recherche, etc. Pour le moment, les impacts ne peuvent pas être significatifs. Mais dès lors que vous établissez des plateformes en mer, vous définirez un périmètre de sécurité. La définition d'un périmètre de sécurité en haute mer veut dire qu'il y aura forcément réduction de l'espace de pêche. Et nous avons un espace qui était déjà très réduit avec la multiplication du nombre de pêcheurs, ce qui faisait que nos pêcheurs étaient parfois appréhendés dans d'autres pays, notamment en Mauritanie. Et qui pour défendre les intérêts de ces pêcheurs, de cette communauté de pêcheurs? Qui? Entre eux-mêmes, ils arrivent bien à se défendre parce qu'ils sont très organisés, mais nous aussi, nous participons à cela puisque nous les soutenons dans le renforcement de capacités, dans l'outillage pour parler avec les entreprises. L'autre élément qui nous choque plus ou moins, c'est que malgré l'importance des questions environnementales, certaines entreprises pétrolières jusque-là sont un peu réfractaires à parler avec les communautés. Quand vous prenez par exemple l'exemple de BP, au début, ils n'avaient pas de chargé de relations communautaires. Quand les revendications au niveau local se sont fait un peu plus fréquentes, ils ont recruté des agents qui sont chargés un peu de gérer en tout cas les relations avec les communautés. Mais qu'est-ce qu'ils font ces agents? Quand ils viennent en réunion, ils disent que nous, on ne parle pas. Ils ne viennent que pour écouter. Donc, on a des acteurs qui veulent bien discuter, mais de l'autre côté, nous n'avons pas des gens, de personnes qui veulent bien, voilà, qui veulent discuter avec nous, ou bien qui veulent discuter avec les acteurs. La seule fois où on entend les entreprises, c'est peut-être à chaque fois qu'ils lancent des campagnes sismiques, et ça c'est quand ils font des annonces pour dire aux pêcheurs ne vous rapprochez pas de la plateforme à partir de telle date jusqu'à telle date, ou bien quand ils font le rapport annuel. Il y a problème. Et nous, il nous faut fouiller le rapport annuel pour savoir qu'est-ce que les entreprises ont fait. Maintenant, avec l'ITIE, il y a une évolution, mais je pense que les entreprises au Sénégal, en tout cas les entreprises pétrolières au Sénégal, gagneraient en tout cas à mieux encourager la discussion, à mieux encourager le dialogue avec les acteurs. Parce que je ne pense pas que les acteurs, les pêcheurs de Saint-Louis soient contre
l'exploitation du pétrole et du gaz parce qu'ils sont conscients que c'est des ressources qui peuvent profiter aux Sénégalais. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des assurances que leurs intérêts seront préservés et alors, malheureusement, parfois... Le moyen pour lequel, justement, il est possible de respecter les engagements réside où? Dans le cahier de charge ou bien, Paul Dominique Correa? Est-ce qu'il faut un cahier de charge dans lequel tout est clarifié? Comment justement redéfinir les rôles et les rendre transparents pour tous les acteurs? Oui, là, ça renvoie un peu à la question des obligations contractuelles. Oui. Il nous faut revoir dans nos clauses contractuelles avec les multinationales, il faut voir comment inverser le rapport de force. Et de manière générale, je pense qu'il nous faudra aussi de plus en plus nous tourner vers nos chercheurs, les universitaires, pour produire de la connaissance sur ces questions. Parce que autant sur la question purement environnementale, écologique, il nous faut par exemple mieux connaître davantage encore les fonds marins sur ce qui concerne le pétrole et le gaz offshore. Il nous faut une bonne maîtrise, une bonne connaissance de qu'est-ce qui existe concrètement au niveau de nos fonds marins. Il y a également des perspectives. Avec certains pêcheurs, la discussion est allée même vers comment aller vers une sorte de reconversion d'une partie de ces pêcheurs-là, comment eux, ils peuvent s'intégrer à cette nouvelle économie pétrolière. Peut-être que ça pourrait les aider. Comment, dans une interaction entre les deux secteurs, la pêche également pourrait se moderniser d'une manière, parce que beaucoup trouvent que les pirogues que nous utilisons, par exemple, pourraient être modernisées, etc. Donc, on peut voir comment encourager cette interaction positive entre les deux structures-là. Je pense que si on va dans ce sens-là, ça renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure en termes de synergie, parce que pour nous, à Oxfam, nous pensons que la gouvernance de ce secteur doit être inclusive, parce que les ressources étant nationales, elles appartiennent à tout le monde, elles doivent être gérées de manière à ce que les inégalités, les injustices puissent être éradiquées définitivement. Et si on inclut toutes ces populations qui risquent d'être impactées négativement, on les inclut dans la solution et non plus dans le problème, on peut arriver à une situation idéale. Alors, vous l'avez dit, le respect des obligations contractuelles. Alors, M. Diaité, aujourd'hui, en tant qu'opérateur privé, dans le domaine justement du développement, aujourd'hui, par rapport justement à ce qui, au départ, aiguisait beaucoup d'appétit, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet quant à l'avenir ou vous restez optimiste? Mais par rapport au plaidoyer, sur où comment devons-nous insister pour que le privé sénégalais gagne beaucoup plus de terrain et justement en termes d'intérêt se dit je ne regrette pas d'avoir pris autant de risques déjà. Merci. Donc pour revenir, moi je vais parler du code pétrolier. Oui. Vous avez parlé de garantie d'assurance. Vous savez, le code de 1998 nous a permis d'en être là aujourd'hui. Il était très attrayant. Le code de 2019, qui a été révisé, nous le trouvons quand même assez contraignant. Vous allez remarquer que depuis 2019, il n'y a pas eu de nouveaux acteurs internationaux. Il y a eu les blocs de Casamance, offshore, qui ont fait l'objet d'appels d'offres, mais un appel d'offres non concluant. Ah oui? Donc il y a des questions à se poser. C'est vrai que tous les acteurs politiques comme la société civile, les gens ont tiré sur l'État. Est-ce que cela n'a pas impacté le nouveau code? Est-ce qu'on ne l'a pas trop corsé? Et ce qui est dangereux, Paul a parlé de la teneur même des capacités et de ce qu'il y a en profondeur. Mais il faut noter une question importante. Le bassin MSGBC, nous le partageons avec les pays environnants. La Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, les deux Guinées. Et le pétrole, c'est quelque chose qui coule. Hein. Vous ne pouvez pas obtenir de permis au Sénégal, vous l'obtenez en Gambie, vous forez, vous aurez le même produit. Donc c'est des questions importantes. Nous, les acteurs... Donc, à force de trop corser... il faut qu'on rappelle en fait un peu l'historique des choses.
Le Sénégal a allégé son code, il l'a rendu attrayant et les gens sont venus, ils ont investi. Vous savez, la recherche, elle coûte cher. Les gens vont mettre 40 millions de dollars sans savoir s'il y a quelque chose là. Ils recherchent et ils peuvent perdre. Mais si la fiscalité et tout ce qui s'ensuit est allégé, le junior peut venir prendre des risques. Et si aujourd'hui, toutes ces actions ont mené aujourd'hui, ont provoqué toutes ces découvertes qu'on voit aujourd'hui, il ne faut pas pour autant en 2019 revenir en arrière, c'est-à-dire corser. Et vous savez, les sociétés multinationales, c'est des sociétés d'affaires. Quand la rentabilité ou la viabilité d'un projet n'est pas garantie, elles ne viennent pas. Nous avons remarqué quand même, c'est paradoxal que depuis 2019, le dernier appel d'offres qui a été fait n'a pas été concluant. Et vous me permettez de revenir un peu sur les pêcheurs, qui sont pour nous, les membres de l'Association sénégalaise des pétroliers, des acteurs importants. Parce qu'il y a un segment qu'on appelle essence pirogue. Dans ce segment essence pirogue, nous les membres de l'ASP, nous sommes les leaders. Nous sommes les leaders parce que justement nous travaillons bien, et nous avons une très bonne collaboration avec ces acteurs de la pêche. Nous mettons des stations d'essence pirogue dans les quais de pêche et nous avons affaire à des acteurs très dynamiques qui participent dans l'économie nationale. C'est vrai que les multinationales ont des politiques de gestion environnementale. Je sais même que Cosmos avait mis à disposition des navires de surveillance et de sauvetage maritime au large de Saint-Louis. Et ça, c'est extrêmement important. Mais comme l'a dit M. Seck, il faut accompagner ces acteurs. Il faut accompagner ces acteurs dans d'autres domaines. Aujourd'hui, on parle de pétrole, mais je voudrais dire que ces acteurs se sont beaucoup plaints des licences de pêche délivrées à des pêcheurs internationaux. Et vraiment, nous les soutenons et nous demandons à l'État de les accompagner parce qu'ils sont importants. Ils jouent un rôle très important. Ils jouent un rôle très important. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez le débat axé sur la gestion des ressources naturelles, quelle implication pour les acteurs étatiques et non étatique avec comme invité Tadé Altouman Seck. Il est le secrétaire exécutif de l'Action pour la justice environnementale, Sekou Fantama Diaïté. Il est le vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers et Paul-Dominique Correa, chargé du projet industrie extractive à Oxfam. Alors, M. Seck, le dernier tour de table, le temps est passé trop vite pour parler justement de l'impact justement sur les communautés. Aujourd'hui, oui, sur le plan environnemental, beaucoup de questions se posent, beaucoup de problèmes sans réponse, du moins pour l'instant. Alors, de votre point de vue, vous travaillez avec l'État du Sénégal, mais vous travaillez aussi avec les communautés, mais hélas, il est constaté l'immigration clandestine. De plus en plus, les jeunes empruntent la mer, quelquefois même pour y laisser leur vie. C'est cela pour l'essentiel. Il y a aussi le chômage, la question de la pauvreté. Oui, dans les pays en développement, qu'est-ce qui fait finalement défaut? Il y a contradiction ou paradoxe lorsqu'on parle de ressources naturelles. Les pays africains, justement, sont riches en ressources naturelles, mais dans la réalité, ils sont les plus pauvres. Où se situe le problème? Vous qui êtes de l'Action pour la justice environnementale, qui parle de justice, parle d'égalité, qui parle d'égalité aussi, parle de transparence. Oui. Okay. Merci beaucoup. Merci pour cette question qui non seulement est une question d'actualité, mais c'est aussi une question de souveraineté. Moi, je trouve que le problème se situe au fait que depuis très longtemps, la plupart des pays africains n'ont pas modernisé leur rapport avec l'Occident en termes d'exploitation des ressources naturelles. On a pratiquement les mêmes modèles contractuels de l'indépendance jusqu'à maintenant, pratiquement rien n'a changé. Pourquoi? La plupart des pays africains, dès qu'on exploite, le réflexe, c'est l'exportation. Pourtant, quand vous lisez le dernier rapport de l'ITIE de 2019, il dit que la faible contribution des industries extractives au PIB est en partie liée au fait qu'il y a un défaut ou bien une mise en valeur assez limitée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas assez d'investissements
pour que les ressources qui sont découvertes en Afrique ou bien au Sénégal soient exploitées au Sénégal. C'est en l'exploitant sur place que vous créez plus de valeur et vous pourrez employer plus de jeunes, plus de personnes et ensuite renforcer vos recettes. Malheureusement, nos structures contractuelles ou en tout cas nos modèles économiques dans le secteur extractif, c'est exploiter, exporter. Et ça, malheureusement, la plupart des États ne font pas d'efforts malgré les relances des institutions internationales. Et donc, puisque c'est le dernier tour de table, je vais peut-être terminer par là pour peut-être faire des appels aussi bien à l'endroit des entreprises, à l'endroit de l'État et de la société civile. Nous avons fait les découvertes, c'est depuis 2014, ça fait maintenant 6 ans. Je pense qu'il y a 6 ans d'interaction entre les entreprises et les acteurs de la société civile et même l'État. Et nous avons toujours le sentiment, en tout cas, que l'ouverture reste encore à désirer, surtout du côté des entreprises. Nous savons très bien que dans les autres pays ou dans les autres pays occidentaux, les entreprises sont proactives à discuter avec la population, avec les acteurs de la société civile. Mais quand ils viennent ici, dans nos pays africains, on dirait qu'elles ont peur ou bien en tout cas ils changent carrément de comportement et cela n'est pas, en tout cas nous considérons que cela ne colle pas avec les exigences du développement durable. Donc nous les invitons à plus d'ouverture mais aussi à plus de transparence du point de vue environnemental. Tout à l'heure vous parliez de l'existence d'assurance dans le domaine de l'environnement. Effectivement, notre cadre législatif impose aux entreprises de faire des études d'impact environnemental avec un plan de gestion environnementale. Malheureusement, ces plans de gestion environnementale qui constituent le calendrier opérationnel de gestion de l'environnement n'est connu que de l'entreprise et des agents du ministère. Du coup, le citoyen ne peut pas faire cette veille citoyenne pour voir est-ce que l'entreprise se conforme à ses obligations environnementales. Du côté de l'État, nous saluons toutes les réformes qui ont été faites. Vraiment, l'État du Sénégal a vraiment fait des efforts en termes de réformes. Mais il y a quand même quelques limites et il faudrait peut-être que l'État du Sénégal aille plus au bout de ces réformes-là. En plus de cela, il est grand temps aussi que l'État du Sénégal éclaire sa position, sa politique énergétique. L'exploitation des ressources fossiles va générer beaucoup de gaz carbone, etc. Quelle est notre position par rapport à nos engagements climatiques internationaux? Et enfin, aux organisations de la société civile, je lance l'appel de veiller à l'impact réel de tout ce qui a été fait. On a fait beaucoup de plaidoyers pour impulser des réformes. Ces réformes aujourd'hui sont faites. Maintenant, comment on peut faire pour que, in fine, le citoyen lambda qui est à Kédougou ou bien qui est à Saint-Louis se dise « Ah, heureusement que l'exploitation a profité à ma localité, à ma famille, à mes petits-enfants, etc. » Donc, c'est là où je vais m'en arrêter. Oui, des exigences, en tout cas, bien formulées par SEC. Oui, le producteur que vous êtes, Gaïté, aujourd'hui aussi, des exigences de votre côté. Mais la question, c'est par rapport à la taille du privé sénégalais. Aujourd'hui, dans un secteur aussi global, mais qui demande beaucoup d'efforts sur le plan financier, est-ce que le privé sénégalais est suffisamment outillé pour jouer son rôle vraiment dans ce secteur? Le privé sénégalais a réellement besoin d'être accompagné à 2 niveaux. Le président parle souvent de transfert de compétences. C'est extrêmement important et c'est intégré par la loi sur le contenu local. Parce que nous n'avons jamais exploité de pétrole au Sénégal. C'est la première fois. Et les services, nous avons même pris du temps à identifier les services que nous pouvons fournir aux exploitants. Ça a fait l'objet de plusieurs travaux. Et c'est des choses qui nécessitent des moyens importants. Je vous ai tantôt dit que les taux bancaires sont énormes. Le président de la République a annoncé un fonds pour accompagner justement ce privé sénégalais. Nous avons applaudi et nous attendons ce fonds vraiment et nous espérons beaucoup sur ce fonds. Cela nous permettra de régler la question que vous avez posée à M. Seck, la question du chômage. Vous savez que nos réseaux sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Nous avons créé des milliers d'emplois. La plus petite compagnie dans notre secteur, dans notre association, fait au moins 300 à 400 emplois. La plus petite compagnie. Dans une station-service, vous voyez facilement 20 personnes, 25 personnes, 30 personnes. Et nous avons, malgré tout ça, malgré toute cette charge salariale, nous avons signé en décembre 2019 le pacte social du pétrole et du gaz, qui a presque doublé les salaires de nos employés. Et donc, les distributeurs font beaucoup d'efforts.
Ça, nous l'avons fait pour aider nos employés, pour nous aider nous-mêmes, mais surtout pour aider l'État. Parce que ça a permis d'avoir une paix sociale. Depuis quelque temps, vous n'entendez plus de grève dans notre sous-secteur. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faudrait que l'autorité aussi joue le jeu en prenant en compte notre demande de révision de la marche. Parce que nous avons augmenté les salaires, nous continuons de recruter. Malgré la pandémie, personne n'a été envoyé en chômage technique. Les gens continuent à travailler et ils continuent à percevoir les salaires. Et nous investissons dans les mesures barrières, dans la prévention sanitaire. Cela nous a coûté beaucoup d'argent. Malgré tout, les marges sont restées là où elles sont. Et vraiment, c'est le dernier appel que je lance à l'État. Il faut vraiment réviser les marges de distribution et les marges de détail. Oui, alors M. Correa, pour le dernier tour de table, oui, les exigences sont formulées de part et d'autre. À votre niveau, que reste-t-il à faire? Oui, je pense qu'il nous faut relancer cet appel-là à l'État pour encore aller plus loin. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, avançons plus vite parce qu'il y a effectivement une dynamique de réforme au niveau du gouvernement, mais il nous faut rendre effectif un certain nombre de dispositifs juridiques qui ont été adoptés. Notamment, je prends l'exemple du contenu local dans les hydrocarbures, où il faut vraiment avancer dans le fonds d'appui, par exemple, au contenu local, parce qu'il nous faut anticiper sur certaines choses. Parce que quand vous voulez, pour moi, une politique de contenu local doit être basée sur une sorte de cartographie, par exemple, des besoins et des offres. Et sur cette base-là, on pourra budgétiser, par exemple, de quoi aura-t-on besoin en termes d'appui pour justement soutenir le privé national et le rendre opérationnel de manière à ce qu'il puisse se positionner dans le secteur. Donc il faut une stratégie globale. Il y a également la nécessité d'aller vers une évaluation stratégique, donc environnementale de ce secteur. Je pense qu'il nous faut vraiment des bons. C'est vrai que le contexte avec la Covid et beaucoup de difficultés socio-économiques peut rendre difficile, peut ralentir certaines réformes, mais j'invite vraiment les décideurs, les autorités à maintenir le cap des réformes pour les rendre effectives vraiment au bénéfice des populations. Parce que autant il y a une forte attente en termes d'investissement et de retombées positives, il y a également des préoccupations environnementales et sociales. Je crois que l'un dans l'autre, on doit pouvoir avancer de manière résolue pour aller vers une gestion harmonieuse et optimale de ce secteur. Là est le défi, M. Diaité. Oui, le dernier mot. Oui, bon, juste de souligner un événement important qui s'est passé dans notre sous-secteur, c'est l'avènement de Petrosen Trading, qui est une structure étatique qui est entrée dans le downstream. Au début, cela nous inquiétait beaucoup, mais je dois souligner aujourd'hui que nous sommes très rassurés. Nous sommes très rassurés par les premiers pas posés par Petrosen Trading, qui est en train de mettre une plateforme dans laquelle tous les acteurs du downstream vont pouvoir accéder à des clients qui n'étaient pas leurs clients. Donc vous avez un petit réseau, mais vous pouvez vendre à des clients qui appartiennent à d'autres réseaux. Ça, c'est un acte à saluer. Oui, un acte à saluer, surtout venant de la part de l'État, d'une société appartenant à l'État. Donc ça rassure. Toutefois, il faut mettre en garde par rapport à l'avenir et aux facilités que pourrait avoir Petrosen, qui pourrait déséquilibrer le jeu de la concurrence pure et parfaite. Mais nous faisons confiance à M. Manar Sall, qui a quand même une très grande expérience et je pense qu'il va continuer à contribuer à équilibrer ce sous-secteur. Oui, en tout cas, des attentes formulées, de l'espoir nourri, des réformes annoncées. À quelle fin? Suite et pas fin. Vendredi prochain, excellente suite sur la 98.5. Merci à Oxfam pour ce partenariat avec Sud FM sur ce débat. Ce débat à enjeu, gouvernance des ressources naturelles. Quelle implication des acteurs étatiques et non étatiques qui avaient réuni comme invités autour de cette table? Tadé
Aldouman Osek, il est le secrétaire exécutif de l'Action pour la justice environnementale. Également, Sekou Fanta Madiaïté, vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers. Et notre dernier invité, Paul-Dominique Correa, le chargé du projet industrie extractive à Oxfam. Merci, ça a été un plaisir de vous accueillir à ce débat intéressant, certainement vendredi pour la suite. Merci, au revoir. Merci. Vendredi prochain. Merci, au revoir.